Bonjour à tous. Alors nous sommes en 2013, c'est l'année européenne des citoyens. La Commission européenne a donc décidé d'organiser des dialogues citoyens dans les différents pays membres pour vous donner la parole, pour que vous puissiez poser vos questions, faire entendre vos craintes, vos attentes aussi par rapport aux institutions européennes. C'est donc le but de ce rendez-vous et pour répondre à ces questions, nous avons différents intervenants qui sont assis à table. Je vous les présenterai dans un instant. Mais tout d'abord, puisque la Commission a donc voulu souhaiter débattre, eh bien c'est le Centre d'information Europe Direct Brabant Wallon qui a concrétisé cette envie en organisant cette soirée. Et Marc Bastin est avec nous, il est député provincial en charge de ce centre d'information et il va nous dire justement pourquoi ce dialogue citoyen a toute sa raison d'être, notamment ici à Louvain-la-Neuve. Je vous cède le micro. Je vous remercie, Madame Barbier. Eh bien, le choix de Louvain-la-Neuve pour ces dialogues citoyens n'est évidemment pas le fait du hasard. Louvain-la-Neuve, ville universitaire, ou ville universitaire au centre de notre province, au centre du pays, au centre de l'Europe. C'est le lieu par excellence où doivent évidemment se nouer les dialogues, les échanges d'idées. Et ce soir, l'échange d'idées se fait sur l'Europe. Alors, un autre élément évidemment important, c'est qu'il est évident que ces étudiants, malheureusement pas assez nombreux, mais je crois que le beau temps et un certain match de football en est peut-être la cause, mais en tout état de cause, ces étudiants sont les femmes et les hommes de demain qui seront à la destinée de notre pays, mais aussi à la destinée de l'Europe. Donc c'est important qu'ils puissent poser toutes les questions voulues. Et vu le panel des intervenants, nul doute que ces interventions et ce dialogue sera enrichissant. Un autre élément qui nous fait dire que c'est important d'avoir ces dialogues citoyens sur l'Europe, c'est que se pointent évidemment en 2014 les élections fédérales, régionales, mais aussi les élections européennes. Et je crains, c'est peut-être une crainte totalement infondée, mais je crains en ces périodes de crise où il faut toujours trouver un responsable au problème, que certains pointent l'Europe comme étant le responsable d'une certaine crise européenne qui est bien existante et qui n'est pas à nier évidemment. Et je crains que effectivement les élections européennes, au niveau de l'intérêt que les citoyens pourraient y porter, que ces élections européennes soient mises au second plan par rapport à ces élections fédérales et régionales. Donc c'est important que tous ceux qui ont envie de savoir et de connaître un peu plus l'Europe et ses institutions puissent poser leurs questions. Permettez-moi également, Madame Barbier, de profiter de mon intervention pour remercier les intervenants, Monsieur le Président, Monsieur le député européen, Monsieur le député bourgmestre, Monsieur le député régional, Monsieur le professeur. Permettez-moi de vous exprimer toute ma reconnaissance pour votre présence aujourd'hui. C'est évidemment important pour le public de poser les bonnes questions et d'avoir les bonnes réponses. Et effectivement, je pense, et comme je l'ai dit, que vos interventions réciproques seront de toute façon totalement intéressantes et instructives. J'en profite également, Madame Barbier, pour vous remercier d'animer avec tout votre professionnalisme nos débats. Vous devenez une habituée de nos débats Brabançon-Wallon, puisqu'il y a quelques mois, vous avez animé un sujet hautement d'actualité à l'époque, mais qui l'est toujours, sur la politique agricole commune. Et j'en terminerai pour remercier pour leur présence la délégation emmenée par Madame Karine Lamine, qui est responsable de la communication de la représentation de la Commission européenne en Belgique, et Monsieur Jos Bertrand, qui est délégué au bureau d'information du Parlement en Belgique, avec qui nous collaborons évidemment étroitement. L'administration provinciale et son Europe Direct se sont impliqués évidemment fortement dans l'organisation de ce débat et s'impliquent dans tous les débats qui concernent l'Europe, puisque Europe Direct a vocation de répondre aux différentes questions et à publication de documents pour les citoyens qui se poseraient telle ou telle question sur l'Europe. Donc, allez sur notre site, venez rencontrer les responsables d'Europe Direct à l'administration provinciale. Ça nous fait toujours plaisir. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un excellent débat. Merci à vous. Alors c'est vrai qu'en 2014, il y a ces élections, l'Europe et ses citoyens, ils sont plus de 500 millions, tous ne votent pas, mais ceux qui votent évidemment font entendre leur voix depuis 1979 avec des élections qui ont lieu tous les 5 ans. Est-ce vraiment suffisant pour entendre la voix des citoyens? Sans doute pas, d'où l'organisation de ce débat. C'est pour faire entendre votre voix que ce débat est organisé. L'objectif de la soirée, il est là. Et pour répondre à vos questions, nous avons effectivement différents invités. André Flahault, tout d'abord, socialiste, président de
de la Chambre des représentants, qui préside aussi le comité d'avis fédéral chargé des questions européennes. Philippe Lamberts est à ses côtés. Il est député européen écolo. Jean-Paul Wall, député régional et communautaire, bourgmestre également de la commune de Jodogne. Il y a Antoine Tanzili qui nous a rejoint, député régional CDH. Et puis avec nous également Mine Rechamp, qui est professeur de sciences politiques à l'Université catholique de Louvain. Il a aussi participé à l'aventure du G1000, donc la participation citoyenne, il connaît. Je l'ai déjà vu ce midi pour un tout autre sujet, mais ici on va se plonger effectivement dans le sujet de l'Europe. Et avec eux, nous allons parler d'emploi, de crise, effectivement, crise de l'euro, crise économique, de santé, d'environnement, des institutions et puis de l'avenir de l'Union européenne. Alors, quelle Europe en 2013 ? Après 2013, eh bien, c'est parti pour quasiment 2 heures de discussion. On parle emploi, tout d'abord. C'est vrai que c'est un thème qui est assez difficile, avec de nombreuses entreprises qui ont fermé leurs portes en Belgique ces derniers mois, ou en tout cas qui ont parlé de licenciement, concurrence, délocalisation dans un autre pays européen. Jean-Paul Wall, est-ce que c'est véritablement ça l'Europe ? Ce n'est certainement pas cela l'Europe, mais ce n'est pas simplement une crise européenne que nous connaissons. C'est une crise qui est malheureusement une crise mondiale. C'est une crise qui touche un certain nombre de pays et les populations depuis désormais pas mal de temps. La question que l'on peut se poser très brièvement pour permettre ce débat qui est prévu et les questions-réponses, la question est de dire est-ce que l'Europe amène plus de bien-être, plus d'emploi? Sommes-nous dans une période passagère avec actuellement un déclin avant de mieux rebondir? C'est vrai, il y a toute la problématique de la crise globale, il y a la problématique des délocalisations, notamment vers des pays européens, ce qui peut donner un sentiment de crainte. Par contre, chaque fois qu'il y a eu un élargissement de l'Union européenne, c'était également d'une part les mêmes règles qui devaient s'appliquer de part et d'autre des frontières, ce qui donne quand même une certaine sécurité juridique, et d'autre part, c'est également des marchés nouveaux, des débouchés nouveaux. Alors la problématique, c'est qu'évidemment, actuellement encore, il reste de trop grandes distorsions qui, avec le temps, on peut l'espérer, vont aller en s'atténuant, et si l'on voit les exemples du passé de l'Europe, je crois que l'on peut quand même raisonnablement l'espérer, et travailler pour que ça puisse se faire en tout cas. Mais donc, je pense que sans Europe, la crise serait bien plus profonde. Alors vous parlez de distorsion au niveau d'emploi. Ce week-end encore, Paul Magnette a réagi en disant que l'Europe telle qu'elle est un véritable désastre. Il faisait référence à un problème de dumping social. C'est vrai que la Belgique, et notamment M. Van de Lanotte, a déposé plainte contre l'Allemagne parce que des travailleurs en Allemagne travaillent dans des abattoirs pour 450 € de l'heure. Ils viennent de Pologne notamment. Il y a vraiment là une distorsion et un problème véritable. 450 € le mois, oui. Non, pas l'heure, effectivement, le mois. C'est là que c'est le problème, effectivement. Il y a un véritable problème et on assiste à une destruction de l'Europe. C'est vrai qu'il y a des distorsions encore. Philippe Lambert. Ça marche comment ? Vous m'entendez ? Oui. Je dirais qu'en effet, on est dans une logique de compétition à outrance. Donc, c'est très clair que... si l'Europe est à des... Enfin, moi, je ne partage pas l'expression de Paul Magnette. Donc, ce n'est pas l'Europe qui est un désastre. Ce sont les politiques qui sont menées en Europe qui sont un désastre. Et elles sont menées parce qu'il y a une majorité politique qui souhaite poursuivre les politiques de pensée unique et qui disent, grosso modo, en substance, on a un gros problème de croissance. C'est quoi les deux obstacles à la croissance ? C'est d'une part la dette publique et d'autre part le manque de compétitivité. Et donc les réponses qui sont apportées, c'est on a trop de dette publique, donc il faut réduire les dépenses. Je sais pas, mais quand un ménage est endetté, il peut choisir d'augmenter ses recettes, il peut choisir de réduire ses dépenses. En tout cas, quand on équilibre un budget, c'est au moins par les deux côtés. Et par ailleurs, quand on parle de compétitivité, on dit ah ben oui, si on a un problème de compétitivité, forcément c'est les salaires. Alors que les salaires comptent, grosso modo, pour un quart des coûts. On ne parle pas des coûts énergétiques, on ne parle pas des coûts en ressources, on ne parle pas des coûts surtout du capital. Combien est-ce qu'on doit rémunérer le capital ici en Europe ? Et donc, en effet, les méthodes qui sont choisies aujourd'hui, les réponses politiques qui sont apportées aux défis que l'Europe doit rencontrer, le défi de la compétitivité en est un, le défi d'équilibrer nos finances publiques en est un autre, sont des réponses qui, en effet, sont orientées et qui rendent le problème plus grave qu'il n'était. Mais ça, ce n'est pas le produit en soi d'institutions européennes, c'est le produit de choix politiques qui sont faits
En effet, au niveau à la fois de l'Union européenne et des États membres, et je rappelle quand même que l'Union européenne, c'est des institutions où les gouvernements, Elio Di Rupo ici et ses collègues du gouvernement, jouent un rôle crucial. Autrement dit, ce n'est pas comme si quelque chose planait au-dessus de leur tête qui leur imposait d'eux. Ce sont des choix politiques qui sont entérinés. Ce qu'on a décidé de faire à Chypre, c'était un choix des ministres des Finances de l'Union européenne, y compris le nôtre. Ce n'était pas quelque chose que le patron de la Banque centrale européenne et le commissaire aux affaires économiques et monétaires avaient décidé. Et donc, en effet, je pense que les politiques qui sont menées en Europe aggravent les problèmes auxquels nous sommes confrontés et que si on veut s'en sortir, le choix qu'on doit faire, c'est le choix entre une politique de compétition, notamment de compétition fiscale à tout crin, de compétition sur les coûts salariaux, ou une politique de coopération. Et là, je pense qu'il faut en effet changer de braquet et abandonner l'idée de la compétition de tous contre tous et aller vers une politique de plus grande coopération entre les États membres, entre les régions qui composent l'Europe. André Flau, après l'annonce de la perte de 1400 emplois chez Caterpillar, Elio Di Rupo, avec sa casquette de Premier ministre, disait qu'il était nécessaire de mener une politique industrielle en Europe en faveur des travailleurs et des citoyens européens. On en est loin aujourd'hui ? Tout d'abord, permettez-moi de vous dire que je salue l'initiative qui a été prise. Ça, c'est la première chose. Je reviens moi-même de Nicosie, où j'ai participé à une réunion des présidents des assemblées parlementaires des 27-28 pays de l'Union européenne et du Parlement européen. Et on a parlé, à ma demande d'ailleurs, du thème de la citoyenneté. Et j'ai fait rapport en regrettant qu'on parlait du thème de la citoyenneté et que les instances européennes ont décidé de parler de la citoyenneté en une année suspecte quand même. On est à la proximité d'élections en 2014 et on va faire maintenant des actions de citoyenneté alors qu'il faudra avoir une préoccupation constante pour cette citoyenneté européenne et que nous sommes aujourd'hui, j'ose le dire, à un moment proche d'une rupture, proche réellement d'un éclatement de cette Europe parce que l'Europe, effectivement, a perdu le contact avec ses populations et que les institutions qui sont là, composées souvent de gens qui ne sont pas élus, se comportent comme si les élus n'existaient pas. Je ne parle même pas des citoyens. Aujourd'hui, on nous impose un rythme de travail au niveau des parlements nationaux, et je préside le comité d'avis pour les questions européennes. On nous inonde de documents dans des délais très courts pour pouvoir dire un jour, on vous avait transmis ça, vous n'avez pas réagi dans les temps, et donc on a supposé que vous étiez d'accord. On tente de nous mettre devant un fait accompli, et il y a un problème là majeur de fonctionnement, problème qui a été exprimé par l'ensemble des parlements européens, mais au moment où on a voulu faire les conclusions, nous sommes d'accord sur les conclusions, mais au moment où on veut ajouter une symbolique pour aller porter, pour que les présidents polonais, chypriotes et lituaniens aient porté ces conclusions au prochain Conseil européen, à ce moment-là, les nordistes déclarent que ce n'est pas notre rôle de discuter politique, ce qui m'a fait dire, en terminant la réunion, que je rentrerai en Belgique en disant que j'avais participé à un colloque comme un autre, mais je me demandais, je m'interrogeais toujours, et Martinez, le vice-président du Parlement, a tenu le même discours en disant mais c'est vrai que si on ne fait pas de politique quand les présidents d'Assemblée se réunissent, où va-t-on faire de la politique? Il ne faut pas se demander l'état où nous sommes aujourd'hui. Ça, c'est le premier élément. Donc, il y a l'emploi est fondamental, ça c'est clair, mais il y a un problème plus fondamental que cela, c'est la rupture aujourd'hui entre les institutions européennes, à savoir l'Union européenne, le Conseil, où les gens sont là parce qu'ils sont chefs de gouvernement à un moment ou à un autre, la Commission européenne ou des gens, commission finissante. Et donc, quand des institutions sont finissantes, elles deviennent dangereuses. Les commissaires en question vont avoir envie d'accélérer le processus, notamment pour le traité avec les États-Unis, où on parle déjà qu'on on doit passer au-delà de l'exception culturelle et autre chose. Et donc, il y a un problème réellement là aujourd'hui de rupture. Et c'est une rupture de confiance. Et moi, je m'interroge comment allons-nous faire dans le délai qui nous reste pour rétablir cette confiance entre le citoyen et l'Europe. Et malheureusement, la réaction va se porter
dans une expression d'un vote, et dans beaucoup de pays le vote n'est pas obligatoire, ça sera un vote de rejet par rapport à l'Europe au travers du Parlement, et donc au lieu de renforcer le Parlement européen, ce qui devrait être le cas, on va l'affaiblir. On va rendre purement et simplement ingouvernable. Alors, en ce qui concerne l'évolution, où sont les idées des pères de l'Europe? Où est la solidarité? Est-ce qu'on se rappelle suffisamment que cette Europe, elle a été créée après une période de guerre? Je ne crois même pas. Je crois qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays, on considère comme acquis ce qui est acquis et on assiste à des replis plutôt qu'à une ouverture. Et malheureusement, les replis, ils se produisent en termes des travailleurs. Je dis souvent dans certaines assemblées que du côté socialiste, on chante l'international, mais on ne le fait pas. Du côté des patrons, on ne chante pas l'international, mais on l'a fait réellement. Et du côté de la finance aussi. Et donc aujourd'hui, on se trouve effectivement dans une situation où cette solidarité, elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Et il faut la recréer, cette solidarité. Et quand on dit, oui, mais c'est un problème de gouvernement. Oui, c'est un problème de gouvernement. Mais les gouvernements, ils sont composés de façon différente. Et en Belgique, oui, il y a un Premier ministre socialiste à la tête d'une coalition large. En France, il y a un gouvernement socialiste. Ne comptons pas l'Italie, qui est en train de chercher à faire éventuellement un gouvernement. On verra bien. L'Espagne, le Portugal, le Chypre, la Grèce, tout est en crise. Et on est au bord de la rupture. Ça peut basculer dans un sens ou dans un autre. Les politiques européennes qui ont été menées par la Troïka d'une part, par la Commission européenne de l'autre, sont des politiques qui portent presque à la rupture. Mais la rupture, elle peut tomber soit à l'extrême droite, soit à l'extrême gauche. Et les deux extrêmes sont dangereuses. Et on devrait peut-être se souvenir de temps en temps que Italie, Portugal, Grèce, ce sont des pays où il y a eu des dictatures jusqu'à pas si longtemps. Et je crois que Martin Schulz, le président du Parlement européen, le disait, que lorsqu'il parlait de la place Tahrir où il était en Égypte, et il disait, là j'ai senti que le peuple voulait que les choses bougent. Et quand le peuple veut vraiment que les choses bougent, les institutions, à un certain moment, elles ne résistent plus. J'ai l'impression qu'en certains endroits, aujourd'hui, le peuple, dans le désespoir, risque effectivement de dépasser et que nous allons être submergés par cette vague de révolte qui aurait été dictée par quoi? Par des think tanks, par des stratégies que l'on tient aveuglément. Alors, venir dire que les gouvernements... Attention, on n'a que 2 heures. Oui, mais c'est pas grave. Mais non, mais enfin, je veux dire, les ministres des Finances des 27 États de l'Union ou des 17 États de la zone euro entérinent chaque plan de la Troïka. Chaque mesure est entérinée par les ministres des Finances, y compris Renders à son moment et Jens aujourd'hui. Je suis désolé, c'est le cas. Monsieur Lambert, permettez-moi, vous n'avez jamais participé à des réunions de ministres au niveau européen? Bon. Moi, j'ai eu le privilège ou l'honneur de participer à beaucoup de réunions de ministres européens de la défense. On n'a toujours pas de défense européenne, d'ailleurs, pour être tout à fait clair, tout simplement parce qu'un pays, l'Angleterre refuse que ça se fasse. Ça, c'est une réalité. Eh bien, c'est la même réalité que l'on constate dans les autres conseils des différents ministres européens. On a beau chanter Malbrook, d'abord, et ça vous le savez parce que vous êtes un technicien. Je ne suis pas un technicien, je suis un politique. Vous avez été technicien dans le cabinet de Mme Durand. So what? Ben oui, vous avez été technicien. Et d'ailleurs, la façon dont vous défendez les dossiers démontre que vous avez une expérience technique que je n'ai pas. Rapidement, monsieur Et je souligne. passer. Et donc, je vais vous dire ceci. Ce qui se passe, c'est que les dossiers, ils arrivent comment? Préparés par la bureaucratie, par la technocratie, etc. Ils arrivent. Les Sherpas des ministres. Et par les Sherpas, mais aussi par les ambassadeurs qui sont décidés. Voilà. Oui, ben d'accord, mais ça, c'est une réalité au niveau gouvernemental, c'est comme ça que ça se passe. Mais quand les choses arrivent, c'est tout juste si on ne dit pas, il faut accepter ça, parce que vous comprenez, si on revoit, ou si on devait revoir la totalité, c'est un tellement fragile équilibre. Mais le fragile équilibre, il faut le trouver quand vous avez 26 pays ou 27 pays qui sont à droite et quelques pays qui sont à gauche avec toutes les difficultés, mais c'est ça la difficulté. Ben, il suffit qu'un dise. Voilà, je crois que M. Flau exprime la difficulté effectivement de cette Europe. Antoine Tanzili, c'est vraiment quelque chose, une structure qui est tellement lourde que ça devient difficile à gérer.